Donc avant de démarrer, je demande à Christiane David si elle peut réaliser l'appel. Merci bien. Merci. Bonjour à tous. Alors, Bayon de Noyer, Yves. J'ai pas de stylo. Tu peux me passer un stylo. Biel Marie-Hélène. Bresson Laurent. Mérigot Hélène. Mathieu Stéphane. Présent. Gomez Eliane. Royer Christian. David Mathieu Christiane présente. Gay Patrick, représenté par Christian Royer. Louis Olivier. Leclerc Jean-François. Tavernari Roland. Fortuné Françoise. Nicolas Jacques. Blanès Thierry. Villon Patrick. Vedel Chantal. Lecomte Florence, représentée par Françoise Fortuné. Gomez Lionel. Présent. Andrzejewski Renaud Florence, représentée par Marie-Hélène Biel. Pereira Elisabeth. Rémy Laurent. Bourdelin Sylvie. Schneider Estelle, représentée par David Christiane. Bouillin Marine. Martin Christiane. Ripoll Bruno. Agoguet Fernaillon Véronique. Elma Lili Neza. Voilà. Merci. Très bien. Merci. Non, pardon. Excusez-moi. Vous devez avoir une certaine habitude. Hein, ouais. Bon. Il faudra peut-être que vous nous donniez un cours avec nos excuses. Très bien. Merci, Christiane. Je peux couper ton micro. Donc avant d'ouvrir ce conseil, je voulais souligner la manifestation artistique qui s'est tenue ce week-end, c'est-à-dire vendredi, samedi et dimanche dernier, avec une très forte présence des exposants, une cinquantaine, très forte présence des enfants, plus de 300 sont venus non seulement visiter l'exposition, mais participer à un certain nombre d'ateliers en relation avec les directions d'école. Et également une très forte présence des visiteurs. Je crois qu'on dépasse les 200, je ne sais plus, je n'ai pas le chiffre. 1000 en tout. En tout, 1000 personnes. Voilà. Donc c'est un travail considérable qui a été réalisé, puisque c'est la commune qui l'a organisé, c'est la mairie. Et je voulais remercier les agents, bien évidemment Agnès Delclos, mais aussi les élus qui se sont très fortement mobilisés. Donc Marie-Hélène Biel et Jean-François Leclerc qui ont consacré un temps considérable pour cette organisation. Donc soyez remerciés, car il est toujours important de faire participer nos concitoyens à la démocratisation de la culture. La culture, par les temps qui courent, est peut-être quelque chose qui nous reste de plus fondamental. Voilà, en tout cas, merci. Donc j'ouvre ce conseil municipal avec le premier point qui concerne le compte-rendu de la réunion du dernier conseil du 16 mars dernier. Avez-vous des commentaires? Non, donc je le soumets à votre délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc 4 abstentions adoptées à la majorité. Merci. Le premier point traite de la communication des décisions du maire. Nous avons une dizaine de décisions qui ont été prises sur le mois écoulé. Avez-vous des questions? Martin, je vous en prie. Bonsoir à ceux que je n'ai pas eu le temps ou pu encore saluer. Vous-même, monsieur le maire, je ne vous ai pas salué. Voilà, donc j'ai 3 questions. La première porte sur la décision 025. Alors nous avions eu déjà, si je me souviens bien, cette décision d'ester en justice à propos d'un différend ou d'une contestation du CHSCT. Et ce désaccord, me semble-t-il, était relatif au choix, porté sur le choix d'un référent médico-social, si je me souviens bien de l'explication que vous aviez donnée. Mais ma mémoire peut me trahir, ça m'arrive aussi. Il s'agit là donc, dans cette décision nouvelle, d'aller en appel.
ce qui signifie donc que la commune a perdu en première instance. Est-ce que vous pourriez, monsieur le maire, nous en préciser les raisons ou les causes d'après les termes du jugement ? Alors, la deuxième question, elle porte sur la série de décisions 31, 32, 33, 34. Si je ne me trompe pas, ce sont des décisions qui sont liées à la restructuration du prestataire Veritas et son éclatement en différentes succursales. Alors, vous avez pris le soin de préciser que cela ne changerait en rien le coût des opérations en cours avec ce prestataire, donc. Alors, deux questions ou un questionnement complémentaire. Est-ce que vous avez eu des garanties juridiques, et certaines donc, sur le fait qu'il n'y aurait aucune variation de coût, dans ce que nous avons en train en ce moment? Et est-ce que vous ne croyez pas que nous serons à l'avenir, dans le cas où nous aurons recours à nouveau à Veritas, que nous serons privés des effets de levier qui pouvaient exister avec cet éclatement, et donc nous pouvons nous attendre à l'avenir à des coûts accrus? Parce que c'est ce qui se passe souvent, malheureusement en général, dans les restructurations avec des tonnes de guillemets. Voilà, et puis la troisième et dernière, qui est plus légère, c'est la 35. Alors il s'agit de la vente, pour 400 €, je crois, des éléments de l'ancien skatepark. Donc la question est, avec un sourire, est-ce que vous avez une idée du devenir que M. Chauvin compte donner à ces éléments, ou est-ce qu'ils ont fini leur vie et qu'ils vont se retrouver à la ferraille payés au poids? Je vous remercie. Je vous en prie. Donc, 3 questions. La première, c'est effectivement celle de désigner un avocat pour défendre nos intérêts en appel sur, je dirais, une décision qui ne nous a pas été favorable en première instance, concernant non pas la désignation d'un référent médico-social, je pense pas du tout avoir donné cette... c'est la décision de faire appel à une mission d'experts, d'ailleurs, comme c'est indiqué dans le document, dans des conditions qui ne nous paraissent absolument pas conformes, par exemple au code des marchés publics, puisque on est au-dessus des 25 000 €, qu'on doit obligatoirement faire appel, je dirais, à une consultation, une ouverture, etc. Bon. Et donc, si en première instance, nous n'avons pas obtenu gain de cause sur la totalité, nous le souhaitons, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait un appel, et l'appel est en cours. Voilà. Et donc, pour ça, il faut désigner un cabinet, qui est le même d'ailleurs que le premier qui était en première instance. Les délibérations concernant les missions de contrôle technique et de la société Veritas. Bon, bien évidemment que nous avons pris toutes les garanties sur le fait que changer l'interlocuteur juridique, mais qui est une filiale du groupe Veritas, tout le reste du contrat, le corps du contrat reste absolument identique. Donc je ne vois pas comment il pourrait y avoir une modification des coûts parce que l'entête juridique de la société prestataire a été changée, et a fortiori, sachant qu'il s'agit du bureau Veritas qui organise son exploitation de façon différente. Et on ne peut pas empêcher les entreprises de s'organiser. Pour ce qui concerne l'avenir, là également, je ne vois pas trop pourquoi ça obérerait les coûts. Il n'y a que si Bureau Veritas Exploitation, par exemple, était vendu à un concurrent, etc. Alors là, bien évidemment, mais aujourd'hui, ce n'est pas dans les tuyaux, c'est pour...
mieux responsabiliser leurs équipes qu'ils veulent, je dirais, organiser comme ceci leur structure. Et enfin, la dernière, Morgane Chauvin, il achète ce mobilier, une partie va être détruite et l'autre, il va l'installer dans son jardin pour ses enfants. Voilà. Et il va le restructurer. Donc voilà, donc ça permettra d'avoir une autre vie à quelque chose qui commençait à être périmé chez nous. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Oui, en fait, c'est en partie la même question que ma collègue sur la décision 2017-025. On a eu une explication partielle. On souhaiterait savoir, en fait, l'expert, il est expert, ok, mais il y a beaucoup d'experts, il est expert en quoi? Et quelles sont les circonstances qui ont amené à ester en justice, puisque le CHSCT est concerné par cette affaire? Est-ce que ce sont les représentants du personnel qui vous ont mis devant le tribunal administratif? Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur les circonstances qui vous ont amené à aller en justice? Alors, d'abord, il faut que je reprenne, parce que vous commettez beaucoup d'inexactitudes dans votre affirmation, donc c'est un peu ennuyeux. Mais bon, première chose, c'est pas le tribunal administratif, c'est le tribunal de grande instance. C'est noté dans le document, bon, TGI, voilà. Deuxièmement, c'est pas les élus qui nous ont mis au tribunal administratif ou au tribunal de grande instance, c'est l'inverse. C'est nous qui contestons une décision du CHSCT de faire recours à un expert pour analyser un point particulier, et nous estimons que ce n'était pas, d'une part, nécessaire, et deuxièmement, que le coût correspondant, je dirais, à cette mission d'expert, dans tous les cas, nécessitait l'appel, un appel d'offres, le recours à un appel d'offres, et en aucun cas, le montant estimé n'était nécessaire. Donc voilà. Donc c'est pas tribunal administratif, c'est TGI, c'est pas les élus, c'est nous qui faisons le recours au tribunal. Je vous remercie pour ces précisions, mais on n'est suffisamment pas éclairé toujours sur cette question. Un expert en quoi? Il y a beaucoup d'experts en France. On espère quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je ne comprends pas. Un expert sur quelle question? Dans quel domaine? Ma collègue parlait de questions médico-sociales. Est-ce que c'est un psychologue? Non, est-ce que c'est un psy? C'est pas un psychologue, c'est pas un référent médico-social. C'est sur le fonctionnement du CHSCT. Voilà. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il est expert avec toute l'expertise que devrait avoir un expert? Ben ça, peut-être qu'on peut s'interroger. C'est une raison pour laquelle la commune conteste ce recours à cet expert, je ne dirais pas soi-disant expert, mais pour reprendre vos termes. Voilà. Oui, Madame Agoguet. Oui, quel est le point de fonctionnement qui a besoin d'être expertisé alors? Le fonctionnement général du CHSCT. Le fonctionnement général du CHSCT. Pardon? Oui, on peut dire que c'est du droit social, mais c'est pas du médico-social, voilà. C'est pour ça que j'ai voulu reprendre. Ah non. Voilà. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Très bien. Merci. Donc, nous passons aux deux délibérations suivantes qui traitent des aspects finances. Et en l'absence de Patrick Gay, je la commente. La première, c'est la fixation du taux d'imposition des impositions directes locales pour 2017. Donc on rappelle que dans la séance du 17 janvier dernier, notre Conseil a adopté le budget primitif principal pour l'année et que le produit fiscal attendu inscrit au budget était de 4 758 287 €. Ce produit a été établi à partir des bases qui ont été estimées à l'époque. Et donc, nous avions des bases de valeur locative de 12 724 620 pour la taxe d'habitation, 9 137 130 pour la taxe foncière bâtie et 407 939 pour la taxe foncière non bâtie. Et nous avions, à cette occasion-là, proposé, et ceci a été inscrit au budget, des nouveaux taux
qui concerne la taxe d'habitation pour un taux de 18%, la taxe foncière bâtie de 25% et la taxe foncière non bâtie de 45%. C'est les taux qui s'appliquent sur les valeurs locatives, ce n'est pas des pourcentages d'augmentation. Je le rappelle, suite à quelques interprétations un peu hasardeuses. Donc aujourd'hui, l'État nous a notifié les bases d'imposition qu'il faut prendre en compte pour le calcul du produit fiscal. Alors pour la première fois dans l'histoire de notre commune, nous avons une notification de la base taxe d'habitation qui baisse. Elle passe de 12 136 000 à 12 302 000. C'est exceptionnel, mais comme vous le savez peut-être, l'État a commis pas mal d'erreurs de management de la taxe d'habitation l'année dernière, annonçant une suppression de l'exonération d'un certain nombre de foyers modestes pour revenir dessus en arrière. Enfin, tout ça a complexifié les choses. La taxe foncière bâtie, la base notifiée de 9 141 pour 8 944, donc elle est assez proche de l'année dernière, une petite augmentation. Et la taxe foncière non bâtie, 403 400 pour 403 891, c'est-à-dire une variation de moins 0,12. Donc voilà les éléments que nous avons et qui au vu de ces éléments, nous proposons donc de maintenir les taux que nous avions proposés au mois de janvier, à savoir 18% pour la taxe d'habitation, 25% pour la taxe foncière bâtie et 45% pour la taxe foncière non bâtie. Je rappelle juste que le produit attendu de cette fiscalité sera de 4 681 140, c'est-à-dire un retrait de 77 000 € par rapport à ce que nous avions estimé lors de l'arrêt du budget principal de janvier 2017. Et donc, nous attendons en produit attendu 2 214 360 pour la taxe d'habitation, la taxe foncière bâtie 2 285 250, donc vous voyez très proche, et 181 530 € pour la taxe foncière non bâtie. Et nous précisons donc que cette modification sera intégrée dans la décision modificative de budget principale qui sera prise de façon immédiate après ce premier document. Donc voilà les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance. Bon, je rajoute, puisque chaque fois on fait des comparatifs, hein. Donc on rappelle que le taux moyen départemental en taxe d'habitation est à 23,35, que la moyenne nationale est à 24,38, que la taxe foncière bâtie est à 22,96 et 20,85 en taux moyen national, et que la taxe foncière non bâtie est à 55,89 au niveau départemental et à 49,31 au niveau national. Donc avant de passer au vote, y a-t-il des questions ? Madame Martin, je vous en prie. Alors, ce n'est pas particulièrement une question, disons que ce sont des observations ou un commentaire ou une explication de vote, si vous voulez. On peut le voir aussi comme ça. Alors, j'ai noté que vous avez enfin reconnu, puisque vous me l'aviez contesté dans le vote du budget, que votre augmentation des impôts avait bien conduit notre commune à une taxe foncière très au-dessus de la moyenne nationale. Hein, ça fait 4,25 de plus. Et au-dessus, pour la première fois aussi, de la moyenne départementale. Ça fait 2,04 ou quelque chose comme ça. Alors nous avons observé aussi, bien sûr, comme vous, qu'il y avait eu une surestimation des bases dans vos prévisions. Ce qu'on peut comprendre, puisque, comme vous l'avez dit vous-même, je n'avais personnellement non plus jamais vu une baisse comme ça. Alors, est-ce que vous pensez que cette atténuation puisse elle-même avoir une incidence favorable pour atténuer le coup de massue fiscal que vous avez opéré
Ou bien est-ce que cette petite atténuation potentielle possible sera entièrement mangée par l'augmentation du coût de la quote-part que le département lui-même a décidé hier, je crois, me semble-t-il. Merci, monsieur. Alors, y a-t-il une question ou pas de question? Parce que vous m'avez dit, vous avez démarré en disant « j'explique mon vote ». Et il n'y a pas de question. Mais est-ce qu'il y a une question maintenant? Les 2 dernières phrases sont interrogatives. D'accord. Et alors, vous pouvez expliquer votre vote? Le vote, on va le faire après. Ah, d'accord. D'accord. L'explication de vote, en général, elle se fait avant. Non, mais comme vous l'avez annoncé, madame, j'ai cru que vous aviez perdu le fil de votre pensée, donc je me permettez de vous remettre sur le droit chemin. Bon. Alors, votre question est de savoir, est-ce que la baisse de la base de la taxe d'habitation, puisque c'est celle-là qui est concernée de façon principale, est-ce que cette baisse aura un impact, une incidence? Bien évidemment. Quand l'année dernière, on a eu une base effective de 12 136 et on sera à 12 302, bon, il est évident, si vous voulez, que ce sera une base sur les contribuables eux-mêmes. Alors, cette baisse-là, elle sera faible, bien évidemment, et peut-être d'ailleurs que si on regarde les contribuables individuels, il y en a pour qui ça ne sera pas une baisse, parce que là, nous raisonnons sur des masses globales, on ne raisonne pas individu par individu, donc on ne peut pas annoncer ça comme ça, voilà. Mais il est sûr que si l'État a été amené un jour à baisser les bases des valeurs locatives qui servent de référence pour ces 3 taxes, ça serait un peu compliqué pour les communes, ça c'est sûr. Hein. Bon, ça baisserait bien évidemment les taux d'imposition de prélèvement pour les contribuables, mais nous, ça nous poserait des problèmes considérables. Voilà. L'autre observation, c'était que cette petite, vous avez vu que j'étais très prudente dans mon vocabulaire, hein, j'ai parlé de faible atténuation, de petite atténuation. Est-ce qu'elle ne va pas être mangée par la part du département? Alors, le taux même si le département, c'est la taxe foncière qui est concernée. C'est exclusivement la taxe foncière et l'intervention du département, en poids, je ne l'ai pas là exactement, mais est beaucoup plus faible que la part communale. Donc le département a monté sa taxe de 5% après des allers-retours sur le vote du budget. Monsieur Ripoll, oui. J'aurai une question à la fin, avec une petite introduction, bien sûr dans le même temps que ce qui vient d'être dit par un collègue ou camarade. Donc, moins 77 147 € par rapport aux prévisions du budget primitif sur le produit fiscal attendu, malgré une augmentation importante des taux votés par votre majorité, ce que, puisque j'en ai l'occasion, nous dénonçons encore une fois. D'autant que cette erreur de prévision sera de toute façon, parce que vous disiez qu'il y aurait des conséquences, mais vous parlez un peu aux conséquences quand même, vous compensez cela par un nouveau recours à l'emprunt, on le verra tout à l'heure, dans la délibération suivante. Mais bon, revenons à nos bases. Les bases sont établies à partir des valeurs locatives cadastrales et a priori, leur croissance d'une année sur l'autre, qui ont été constatées effectivement toutes ces dernières années, et bien avant, s'explique souvent comme un effet mécanique du dynamisme de la construction neuve sur le territoire de la commune. Alors vous avez en partie répondu tout à l'heure à cette question, mais voilà mes questions. Doit-on déduire donc de ce calcul des bases qui vous a été fourni que le renouvellement du parc immobilier sur la commune est en panne? J'allais vous demander si vous étiez d'accord avec cette analyse, avec cette explication. Apparemment non, parce que vous l'avez donné tout à l'heure vous avez indiqué que c'était les services de l'État qui s'étaient trompés, en particulier l'année dernière. Mais je vous pose quand même cette question. Et je vous demande effectivement de développer votre explication à ce sujet. Alors, la variation des valeurs locatives, d'une part, il y a une variation qu'indique l'État.
sur des taux. Bon. Et deuxièmement, il y a une variation du nombre de cotisants. Et effectivement, c'est la part qui traite de la dynamique, ou au contraire la réduction, mais plutôt la dynamique des constructions. Alors, pour répondre complètement à votre question, lors du dernier conseil municipal, nous avons indiqué que notre commune a bénéficié d'une prime inattendue de 25 000 €, la prime qu'ils appellent les maires bâtisseurs, c'est-à-dire les communes qui ont une dynamique en matière de construction ont droit à une prime particulière versée par l'État. Et sans que nous l'ayons du tout sollicité, et je vais même vous dire, sans que nous sachions qu'elle existait, cette prime nous a été attribuée. Alors, on peut penser que l'État a constaté qu'il y avait eu un certain nombre de constructions et une certaine dynamique pour que dans son immense générosité, il nous verse une prime de 25 000 €. Donc voilà. Simplement, sur la taxe d'habitation, ce sont des très grosses erreurs de l'État, du pilotage de l'État. Et toutes les communes, et l'intercommunalité c'est pareil, mais toutes les communes ont droit à ce même coup de yo-yo entre l'année 2016 et l'année 2017. Juste, je veux attirer votre attention quand vous en faites des conclusions, recours massif à l'emprunt, laissez... Non, vous avez affirmé. Attention, quand on pose une question, on a une réponse. Là, je combats une affirmation que vous avez donnée, M. Ripoll. Laissez le vote du budget avec les excédents de l'année précédente effectuer leur report avant de tirer des conclusions aussi hâtives. Et je vais vous le commenter tout à l'heure. Voilà, c'est par principe de précaution que je me permets de vous dire ça. Y a-t-il d'autres questions sur les taux ? Très bien, donc je soumets à votre approbation les nouveaux taux des taxes directes prévus à l'article 1636B, sec 6 du Code général des impôts, donc 45% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 25% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et 18% pour la taxe d'habitation. Y a-t-il des votes contre ? Très bien. Des oppositions ? Donc adopté à la majorité, je vous remercie. Donc la délibération suivante, qui est toujours dans le domaine de la finance, traite d'une décision modificative numéro 1. Et donc préalablement, je dois vous donner une communication qui va dans le sens de ce que j'indiquais à M. Ripoll. Dans le courant de l'année 2016, nous avons effectué le transfert des budgets annexes d'assainissement collectif et des budgets annexes d'assainissement non collectif. On a transféré à la communauté de communes. Et à cette occasion-là, nous avons transféré l'ensemble des différents soldes. L'État, par l'intermédiaire de la trésorerie, a commis une erreur manifeste, d'oubli de traiter les reports de ces différents soldes lorsqu'ils ont clôturé les comptes administratifs et les comptes de gestion. Et ça veut dire qu'initialement, nous avions prévu aujourd'hui même de soumettre à votre vote les comptes administratifs et les comptes de gestion, et donc les différents reports de l'année écoulée pour les reporter dans l'exercice 2017, et nous sommes dans l'incapacité matérielle de le faire. Les comptes administratifs est complètement arrêté, le compte de gestion aussi, mais sauf que l'administration fiscale, le Trésor, n'a pas effectué les reprises des soldes de ces deux comptes et qui sont extrêmement importants et qui ont une incidence capitale pour le compte de fonctionnement et le compte d'investissement de l'année 2017. Donc nous ne sommes pas les seuls concernés, puisque l'intercommunalité, bien évidemment, est concernée, que l'ensemble des communes, l'Île-sur-Sorgue, Châteauneuf-de-Gadagne, Fontaine et Saumagne sont concernées, et le dossier est remonté dans les étages, à savoir au niveau des finances départementales et au niveau de la préfecture. Et ils nous ont adressé une note en nous disant qu'ils réfléchissaient à la solution à nous recommander et qu'ils nous conseillaient de reporter bien évidemment le vote du compte administratif et de gestion, au moins jusqu'au mois de mai et peut-être jusqu'au mois de juin. Et donc on a tout à fait le droit, c'est tout à fait légal, on a jusqu'au 30 juin pour voter les comptes administratifs. En revanche, le
compte, l'approbation des taux doit être faite avant le 15 avril, donc c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et comme nous avons, dans le même temps, un certain nombre de modifications de notre budget, soit sur les recettes, soit sur les dépenses, il nous a paru normal d'inscrire tout ça dans une décision modificative qu'on baptise de numéro 1. Et lorsque nous voterons le compte administratif, le compte de gestion, au mois de mai, au mois de juin, il y aura une délibération modificative numéro 2 qui, à minima, prendra le report des budgets que nous allons clôturer, et il y aura peut-être d'autres modifications. Est-ce que mon explication est claire, Madame Martin? Oui, c'était très clair, monsieur Merci. le maire. Je trouve que ça fait beaucoup d'erreurs dans beaucoup de domaines et en peu de temps. Donc, je ne sais pas, à quoi attribuez-vous ce cumul d'erreurs des services de l'État? Est-ce qu'il y a une émotion particulière dans la période actuelle, dans les services? C'est quand même assez inquiétant, je trouve, à la limite inquiétant. Oui, votre commentaire est juste. Les explications fournies, mais qui ne sont pas acceptables, parce que le Trésor nous doit une prestation. Bon, voilà. Les explications fournies sont 1, il y a eu un changement de trésorier au milieu de l'année. 2, ils ont eu un contrôle de la Cour des comptes sur la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue. Enfin, c'est eux-mêmes qui sont contrôlés pour la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue, qui les a beaucoup absorbés. Et 3, ils ont eu un certain nombre de maladies, de gens qui sont absents, non remplacés, ce qui fait que, excusez-moi l'expression, mais l'eau a monté dans les services. Et donc ils ont zappé, mais alors complètement, c'est nous-mêmes, ainsi que Gadagne et les autres, on les appelait, on a dit compte administratif, on ne retrouve pas l'assainissement, ah zut, on a oublié. Voilà, ça s'est passé comme ça. Bon. Petite histoire, mais c'est pas très rassurant, vous avez raison. Voilà. Ça s'ajoute aux erreurs sur les bases, etc., etc. Mais les erreurs sur les bases, c'est pas la trésorerie de L'Isle-sur-la-Sorgue. Oui, mais enfin, Non. quand on monte au plus haut, c'est les services fiscaux. Voilà. Alors, donc le conseil municipal, je vous rappelle, a adopté le 17 janvier le budget primitif, et nous avions donc sur la section de fonctionnement 8 230 824 en recettes et en dépenses, et sur l'investissement 4 46 132. Donc, suite à la délibération précédente qui adopte les taxes directes locales, je vous propose d'adopter la première délibération modificative sur les points suivants. Premièrement, inscription budgétaire du nouveau produit fiscal attendu. Et deuxièmement, inscription budgétaire des allocations compensatrices, et ainsi que les modifications de certaines inscriptions budgétaires suite aux besoins constatés, puisque depuis que le budget a été construit, c'est-à-dire en décembre, eh bien, il s'est passé quasiment 4 mois. Alors, sur la section de fonctionnement, concernant les dépenses, les modifications portent sur les points suivants. Premier point, atténuation de produits. Donc, la commune a reçu le 1er mars dernier la notification du prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU, qui s'élève à 106 840 €, alors que la prévision budgétaire était de 80 500. Donc, l'évolution du prélèvement avant déduction des dépenses réalisées dans le domaine est de 27%. Cette augmentation est due à plusieurs facteurs. Le premier, le nombre de résidences principales, et ça répondra à M. Ripoll, servant de base au calcul du nombre de logements à atteindre, est passé de 3 550 à 3 610, entraînant 20 logements sociaux de plus à construire pour atteindre les 25%, puisque le taux de 25 s'applique sur le nombre de logements principaux. Deuxièmement, le prélèvement a été calculé en multipliant le nombre de logements manquants par 20% du potentiel fiscal par habitant, et la loi Égalité et Citoyenneté a augmenté ce taux pour le porter à 25% pour 2017, un montant de 183,92. Donc une dépense complémentaire de 26 350 € est inscrite à ce budget supplémentaire. En second point, les dégrèvements sur la taxe d'habitation sur les logements vacants, qui restent à la charge de la commune, seront en 2017 de 8 776 € pour 7 700 inscrits au budget. Donc il convient de passer une dépense supplémentaire de 1 100 €.
Ce chapitre pourra être à nouveau modifié, comme je vous le disais, lors de la notification de la contribution de la commune au Fonds national de péréquation des communes et intercommunalités. Juste, je vous donne une petite information qui est arrivée cet après-midi, c'est que sur ces bases-là, les modifications sont plutôt dans le bon sens pour ce qui nous concerne et viendront compenser largement la baisse de recettes des taxes. Donc c'est plutôt une bonne information. Le deuxième point qui concerne donc les dépenses, c'est la modification des dépenses inscrites au budget au moment du budget primitif. C'est ce que je vous disais, après 4 mois, nous avons vu un certain nombre de modifications. Premier, il y a eu une petite erreur de saisie lors du budget primitif. Il convient d'inscrire 1 085 € pour le service hygiène et maintenance pour l'entretien du Bourdis. Ça avait été un oubli. Deuxièmement, suite aux dégâts des eaux qui sont survenus à l'école de la Calade, des travaux de remise en état ont été nécessaires pour un montant de 7 000 €. Tout à l'heure, vous verrez que nous avons une recette puisque l'assurance compense en partie seulement ces travaux-là. Deuxième point, le succès du City Park, la réalisation des derniers travaux de peinture et de résine nécessite la présence d'un service de gardiennage afin d'éviter d'endommager les revêtements. On a été amené à mettre des gardiens privatifs, la nuit notamment, et malgré ce, on a quand même vu des gens passer sous les barrières alors qu'il y avait un gardien avec un chien. Bon, il faut le voir pour le croire, mais c'est comme ça. Donc il y a un coût de 3 000 €. L'équipe municipale a mis en œuvre le projet de sonorisation du centre-ville. Afin de faire vivre ce nouvel outil, il a été décidé d'adhérer à une radio qui diffusera une programmation musicale adaptée et intégrera les messages adressés pour la commune. Et donc la réalisation de cet outil de communication de diffusion des spots, il y a un coût prévisionnel de 2 500 €. L'installation de la sonorisation avait été mise dans le budget. Quatrièmement, les travaux de restauration du beffroi sont en cours et devraient se terminer en fin juin. Pour marquer cet événement, qui coïncide d'ailleurs avec les 170 ans du beffroi, la municipalité a prévu un spectacle son et lumière qui mettra en valeur cet ouvrage et l'histoire de notre commune. Ce spectacle associera des bénévoles. Le coût prévisionnel, puisqu'une partie va être sous-traitée de cette manifestation, est à intégrer au budget pour un montant de 20 000 €. Et par ailleurs, suite à une procédure de contrôle des comptes de la commune auprès de la trésorerie municipale, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, celle-ci va être amenée à demander l'admission en non-valeur de certaines recettes. Le conseil municipal devra se prononcer en temps voulu, mais il est proposé d'inscrire d'ores et déjà des crédits supplémentaires pour un montant de 2 500 €. Des choses qui sont très très anciennes d'ailleurs, mais c'est comme ça. Au total, donc, les dépenses de fonctionnement seront augmentées de 63 535 €. En ce qui concerne les recettes, les modifications portent sur les points suivants. Recettes fiscales, c'est ce qu'on vient de voir. Comme indiqué dans la délibération précédente sur l'adoption des taux d'imposition 2017, la commune a reçu la notification des bases fiscales 2017. Le produit attendu à inscrire au budget de 4 681 140 au lieu de 4 758 287, soit une différence de 77 147. L'état de notification des bases fiscales porte également sur des dotations de compensation pour les différentes recettes fiscales, taxes d'habitation, foncière, taxes professionnelles. Ces taxes professionnelles, je pense qu'il y a une erreur, là, parce que là, oui, bon. Ces éléments sont en augmentation de 17 025 €, moins pour la TP 1828, moins 8 867 pour les taxes foncières et 27 720 pour la taxe d'habitation, par rapport à la prévision budgétaire. Les recettes exceptionnelles, en compensation des travaux de remise en état des dégâts des eaux à l'école de la Calade, l'assurance prend en charge une partie des dépenses et il conviendra d'inscrire 5 800 €. Au total, les recettes de fonctionnement sont diminuées de 54 322 €. L'addition ou la soustraction dépenses et recettes, la charge supplémentaire pour la commune est de 117 857 €, qui est compensée par une diminution du virement à la section d'investissement pour le même montant. Donc le tableau ci-après reprend l'ensemble de ces montants. Donc 117 857. En ce qui concerne la section d'investissement,
Concernant les dépenses, les crédits inscrits au budget primitif sont modifiés comme suit. Il est décidé d'engager dès cette année 2017 les travaux de rénovation des vestiaires du stade Roger Faury. Toutes les études avaient été menées, et on attendait quelques éléments, mais nous le décidons. Ces travaux sont estimés à 129 200 €, comprenant la maîtrise d'œuvre. En effet, le projet d'étude a bien avancé et cet équipement devient un complément indispensable aux aménagements faits sur ce secteur et la fréquentation qui en découle. Par ailleurs, la commune sollicite l'aide de l'État au titre de la DETR et vous allez être amené à le voter ensuite. Il est nécessaire d'inscrire 3 000 € à l'article 10 223, taxe locale d'équipement, pour le remboursement d'une taxe perçue pour un projet qui finalement a été abandonné par son pétitionnaire. Les crédits inscrits à l'article 2051, concessions et droits similaires, sont diminués de 7 000 € suite à l'abandon du projet de réalisation d'un film promotionnel. La municipalité souhaite favoriser en 2017 plutôt la réalisation du spectacle Son et Lumière dont on vous a parlé pour l'inauguration du Beffroi. La planification des travaux de réalisation d'un nouvel poste de la mairie et du futur CCAS nécessite le déménagement des services municipaux actuellement présents dans le bâtiment dit Le Florilège à la salle polyvalente. Ainsi, la bibliothèque pourra intégrer ses locaux définitifs dès le milieu de l'année. Ceci nécessite quelques travaux de câblage électrique évalués à 1 500 €. Et par ailleurs, comme chaque année, il y a lieu d'intégrer dans les comptes d'immobilisation corporelle les études et insertions qui ont été suivies de travaux. Pour 2017, l'ensemble de ces écritures qui s'équilibrent en dépenses et en recettes s'élève à 120 000 €. Voilà pour ce qui est le poste dépenses des investissements. En ce qui concerne les recettes, le virement de la section de fonctionnement a été diminué, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc de 117 857. Les recettes supplémentaires proviennent de l'équilibre des opérations patrimoniales pour 120 000 € et de l'attribution d'un fonds de concours exceptionnel de la communauté de communes Pays de Sorgues et de Mont-de-Vaucluse pour 137 752 €. Pour information, ce fonds de concours a été orienté sur l'aménagement du nouveau CCAS et le conseil municipal se prononcera sur cette question lors d'un prochain conseil municipal. Et le tableau ci-après indique donc l'ensemble de ces montants. Donc la différence entre l'augmentation des dépenses et celle de recettes est compensée par une augmentation de l'emprunt. Le montant à inscrire est de 106 805 €, portant l'emprunt budgétaire à 1 985 965. Tout ceci avant affectation de l'excédent de l'exercice, comme je vous l'ai dit. Avez-vous des questions? Oui, Madame Agoguet. C'est toi qui le fais. Je commence. Bon. Au vu des éléments examinés depuis tout à l'heure, la baisse des bases de calcul notifiées par rapport au prévisionnel et du prélèvement au titre de l'article SRU et de l'écart enregistré, quand même plus 23 500 € à payer, et du prélèvement du PLU dernièrement approuvé qui est loin d'être satisfaisant en matière de construction de logements sociaux. En effet, le préfet a démontré, comme nous d'ailleurs, que nous n'atteindrons au terme de la réalisation du PLU que 13% des objectifs au lieu des 25% imposés par la loi SRU. Les prélèvements au titre de l'article 55 continueront à gréver vos budgets de manière plus que significative et pour cette année à hauteur de 106 840. Excusez du peu. C'est donc un constat d'échec à mettre au compte de votre politique urbaine. Bon, il n'y a pas de question, c'est une déclaration. Alors, moi je veux bien, si vous voulez, assumer la responsabilité des différentes municipalités précédentes qui n'ont pas prévu beaucoup de logements sociaux. Mais je dis bien les municipalités, je les ai mises au pluriel, je ne dis pas la dernière. Bon, je veux bien, si vous voulez, hein, mais bon, écoutez, c'est votre déclaration, je la respecte, mais elle n'est pas tout à fait juste. Madame Martin. Je vais continuer à jouer le jeu, comme vous disiez, au moment du budget. Donc, je suis désolée de devoir revenir de façon désagréable sur le caractère quand même erroné de vos prévisions.
Et vous affirmiez pourtant ces prévisions comme étant prudentes, réalistes. Si j'ai bien retenu ces deux adjectifs, il y en avait peut-être d'autres. En tout cas, il y avait une mauvaise estimation effectivement des pénalités SRU, ainsi que sur la TH des logements vacants. 27 350 €, c'est pas rien. Bon, je n'insisterai pas sur les dégâts des eaux et les 5 800 € imprévus. Le coût d'un gardiennage au City Park. Alors ça m'a quand même relativement surpris. Je pense qu'il y a une vidéo par là-bas, non ? Elle est donc sans effet ? Elle ne dissuade personne, je ne sais pas. Ensuite, il y a ces fameux 2500 € de publicité sonore. Alors ça m'a fait sourire parce que nous taxons la publicité visuelle, mais nous payons pour avoir de la publicité sonore. Donc c'est assez paradoxal, on va dire. Je trouve aussi que les 20 000 € pour l'ambitieux spectacle du Beffroi me paraissent quand même un peu excessifs. Enfin, en tout cas, ça fait 63 535 € en plus, non prévus, non budgétés. Ça se termine au global par un écart entre dépenses et recettes qui dépasse et de loin les 100 000 €. Donc ça n'est pas rien, puisque ça ampute la section d'investissement et voire l'autofinancement par effet de rebond. Donc je constate malheureusement que la très forte augmentation des impôts, à laquelle vous avez procédé, plus de 750 000 €, ça suffit pas. Et bon, vous avez décidé de solutionner ces nouvelles dépenses en augmentant encore l'emprunt. Finalement, c'est ma conclusion. Pourtant, vous aviez affiché un budget maîtrisé, réaliste, volontaire. Je crains fort que les taureaux ne partagent pas tous votre satisfaction, monsieur le maire. Merci. Alors, il y a beaucoup d'inexactitudes dans ce que vous avez dit. Et oui, c'est un peu ennuyeux parce que c'est ennuyeux, c'est enregistré, alors bon, on ne peut pas contester. Quand vous avez parlé, par exemple, que la taxe d'habitation sur les logements vacants, c'était 22 000 €. Non, on passe de 7 700 à 8 776. Donc ça fait 1100. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit que j'ai ajouté les pénalités SRU plus les logements sociaux, la taxe d'habitation sur les logements vacants. Quand vous ajoutez les deux, ça fait 27 350 €. Non. Voilà. D'accord. Bon, votre précision était nécessaire parce que sinon, dans votre expression, on entendait des choses qui étaient vraiment fausses. J'ai conseillé tout à l'heure à votre collègue, M. Ripoll, de rester précautionneux sur les commentaires définitifs du budget. Donc je ne peux que vous recommander de maintenir cette précaution. Et je vous donne rendez-vous, on entendra bien votre enregistrement pour voir si effectivement, lorsque nous voterons le budget définitif avec les excédents de l'année écoulée, si vous maintenez vos commentaires ou si vous les inversez complètement. Donc rendez-vous au mois de mai ou au mois de juin. Ça va dépendre de la préfecture, et j'espère que vous pourrez être là. Monsieur le maire, si vous me permettez, je ne doute nullement que vous aurez fait ce qu'il faut pour avoir un bel équilibre au début de l'été. Simplement, ce qui a été l'objet de mon intervention, c'est que vos estimations, qui ont servi de base au vote du budget et à nos discussions antérieures, vos estimations étaient erronées. C'est tout ce que j'ai dit, avec des illustrations. Mais une estimation qui est faite avec les données qui sont d'ailleurs toujours soumises à modification, puisque c'est l'État qui en détient une partie, et qui sont faites au mois de décembre
Et maintenant, on soit au mois d'avril. Et puis moi, je vous donne rendez-vous quand on votera le prochain compte administratif. Vous verrez aussi qu'il y a des réalisations qui sont complètement différentes par rapport aux estimations. On ne fait pas une course à l'exactitude de l'estimation. Bien évidemment, le budget, c'est une ligne de conduite. Mais c'est pas quelque chose absolument, heureusement d'ailleurs, intangible. Et la vie de la commune fait que on peut être amené à modifier des choses qui sont en plus ou qui sont en moins. Voilà. Il y a des éléments positifs dans ce que je viens de vous lire. Vous avez aussi le droit de les souligner. Bon, mais ça fait partie du jeu. C'est ce que j'appelle le jeu. Voilà. Donc je le prends pour un jeu et je le traite comme un jeu. Il y a des jeux qui sont très sérieux, monsieur le maire. Oui. À condition qu'on en oui, respecte les règles. Bien sûr, mais bien sûr, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Les estimations ne sont là que pour une ligne de conduite. Et 3 mois, 4 mois ou 5 mois après, ça ne peut qu'être en modification, c'est évident. Rien n'est figé dans le marbre. Voilà, donc je soumets à votre... Oui, pardon, monsieur Ripoll, pardon, je vous en prie. Allez-y. Oui, j'avais des questions. Concernant les dépenses d'investissement, je ne pense pas l'avoir lu. Donc, est-ce que vous pourriez nous préciser quel projet a été abandonné, qui a donné lieu au remboursement de 3 000 € au titre de la taxe locale d'équipement? C'était un projet d'un particulier. C'était un particulier qui voulait construire sa maison, et puis qui l'a abandonné, et voilà, et on lui rembourse la taxe. Il s'appelle Durand, Dupont ou Duchebol, je ne sais pas. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Ok. Et concernant les projets qui rejoignent, je crois, les dépenses de fonctionnement, je reviens pas sur le City Park et tout ça. Concernant la sonorisation, alors on sort un peu du budget, et je crois qu'on y revient tout à l'heure, mais tant pis. À quelles occasions la sonorisation du centre-ville sera-t-elle mise en œuvre? Alors, la délibération qui suit, il répond en partie, je sais. Mais est-ce que ce sera juste les jours de marché? À partir de quelle heure et jusqu'à quelle heure? Quelle est la radio qui sera choisie pour la diffusion? Bon, on pourra, si vous voulez, y revenir tout à l'heure. Par contre, concernant le projet son et lumière, je suis un peu d'accord avec ma collègue. Et je trouve que ce son et lumière qui doit fêter la fin des travaux sur le beffroi, qui est prévu à 20 000 €, bon, c'est quand même une jolie somme, surtout pas avec un budget difficile. Donc bon, je pense qu'on pourra espérer un joli spectacle. Voilà. Ça, par contre, c'est un commentaire, effectivement. Je vous remercie. Mais vous avez le droit d'avoir votre opinion sur ce budget de la manifestation. Bon. Donc on verra effectivement dans le rapport qui traite de la sonorisation les questions que vous avez posées, parce que sinon ça fait redondant. Madame Agoguet, oui. Oui, pour être plus factuel et pour aller dans le sens de Christiane, le City Park, vous n'avez pas répondu au sujet de la caméra. Est-ce que c'est là la limite de l'efficacité de la caméra, de la vidéosurveillance, que vous devez faire du gardiennage? Et d'autre part, qu'est-ce que c'est que ce gardiennage? Comment ça va s'organiser? Parce que 3 000 €, enfin, je ne vois pas. Et d'autre part, est-ce que vous pouvez nous indiquer à quoi correspondent les 2 500 € qui sont inscrits au compte pertes et profits? Et enfin, juste je voulais revenir sur le beffroi, l'anniversaire du beffroi, c'est tous les ans depuis 170 ans. Je ne sais pas, vous auriez pu le prévoir sur le budget. Ça, par contre, c'était... Voilà, je veux bien que le budget soit modifié, mais enfin, des 20 000 €, c'était une prévision évidente, quoi. Voilà. Bon, je réponds tout de suite à la dernière, parce qu'elle est assez amusante quand même. L'organisation du spectacle Son et Lumière, il est fait à l'occasion de la fin des travaux du beffroi, qui tombe en même temps que les 170 ans. C'est tout ce qu'on a dit. On n'a pas dit on va célébrer les 170 ans. Voilà. Donc, vous avez inversé la donnée, vous avez le droit, mais c'est assez marrant. Donc, je conclus, vous avez le droit de trouver cette somme non conforme, peut-être qu'on aurait pu rien faire du tout, c'est possible. En tout cas, c'est notre décision et nous la maintenons. Voilà. Bon. Votre deuxième question sur le gardiennage. Pour le City Park, c'est un gardiennage
ponctuelle au moment de la réalisation des travaux de peinture. Je crois savoir c'est ce qui a été la réalisation des derniers travaux de peinture et de résine. Et nous ne voulions absolument pas qu'il y ait un seul pas, ne serait-ce d'un animal, d'un chat, d'un chien ou d'un bipède, qui puisse rentrer sur le skatepark pendant 4, 5 jours ou 6 jours. Voilà. Donc ça a été un gardiennage jour et nuit avec un chien pour... Et nous avons bien fait parce que malgré ce, on a vu des gamins, mais des gamins qui ont 18 ou 20 ans, qui essayaient de rentrer sous les barrières pour aller faire un petit coup de skate à 10h du soir, alors que des travaux de peinture toutes fraîches avaient été réalisés et ça aurait été désastreux. Voilà. Et alors c'est sûr que la caméra, elle aurait enregistré que c'est un tel qui l'a fait, et nos traces, elles auraient été, ça aurait été ridicule. Voilà. Donc notre explication était peut-être pas... Il est marqué la réalisation des derniers travaux de peinture et de résine nécessite la présence, etc. Voilà. Bon. Et puis vous avez posé une question technique qui me prend en défaut. On a passé en compte pertes et profits. Dans quel budget? C'est dans quel budget, madame? C'est sur lequel... C'est sur le compte 65-41. Voilà. Merci. C'est dans quel compte? Dans quel budget? Investissement, fonctionnement? C'est les 1500, c'est peut-être ça, là, regarde. 1500 euros, c'est pour les histoires de Cabache bibliothèque, câblage. Non, c'est pas ça, non. Non. Bon, vous avez perdu, ça reviendra d'ici la fin du conseil, madame Agoguet. Page 3 de la délib, Page tout en 3. haut, là. Allez-y. Par ailleurs, suite à une procédure de contrôle des comptes de la commune auprès de la trésorière municipale, celle-ci va être amenée à demander l'admission en non-valeur de certaines recettes. Page Oui, 3. ah, d'accord. Et oui, si vous voulez, la Cour des comptes qui fait une analyse du fonctionnement de la recette de l'île sur la Sorgue a vu que sur notre budget, il y avait des recettes qui avaient été inscrites et qui en réalité devraient être mises en non-valeur. Certaines datent de 10 ou 12 ans. 10 ou 12 ans. Sur une cantine, sur je ne sais pas quoi, hein, si vous voulez. Hein. Bon. Et donc, cumulativement, ça arrive à 2500 €. Et comme on a déjà cette information, on a préféré l'inscrire dès cette délibération modificative. Mais bon, c'est un peu... Au bout de 10 ans, c'est un peu long, mais c'est comme ça. Bon. Voilà, donc, d'autres questions? Donc, je soumets à votre vote la modification des crédits du budget principal de l'exercice 2017, comme indiqué dans les tableaux annexes de la délibération. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions, pardon. Donc, y a-t-il des votes contre? 3 contre. Des abstentions? Une abstention. Donc, merci. Adopté à la majorité. Nous arrivons à la tarification des messages publicitaires audio. Laurent, Rémi, si tu veux nous le commenter. Merci. Sûr. Le cœur commercial de notre commune tend progressivement à s'essouffler face à la concurrence de grands centres commerciaux situés notamment en périphérie d'Avignon. Les artisans et entreprises toroises ont parfois du mal à se faire connaître auprès de la population et en raison soit d'une absence de communication, soit d'une mauvaise communication. Donc face à ce constat, la commune a décidé de réagir. En effet, elle souhaite lancer prochainement un large programme de réhabilitation du centre-ville, permettant ainsi de dynamiser et de redonner un souffle nouveau à ce centre. Elle souhaite également, pour permettre aux acteurs locaux de se faire connaître ou mieux connaître, de leur offrir la possibilité de diffuser des messages publicitaires. Une sonorisation sera installée courant avril sur les rues principales du centre et diffusera donc une partie de la réponse à votre question tout à l'heure. Donc les samedis et les mercredis, donc au jour du marché, la radio en continu ainsi que des annonces publicitaires en raison d'environ 6 passages par matinée. Les acteurs locaux et les communes environnantes pourront ainsi diffuser des messages publicitaires lors de ces jours de marché et profiter de cet outil pour diffuser leur promotion commerciale.
Avant de mettre en place ce nouveau dispositif en faveur des commerçants et des entreprises toroises, il convient donc de fixer les tarifs de ces messages publicitaires. Il est proposé donc de fixer les tarifs suivants. Donc rapidement, un pack de diffusion pour 5 semaines, 50 €, donc ce pack de diffusion pour 5 semaines, pour les entreprises au commerce torois, et 75 € pour les entreprises au commerce extérieur. Et un autre pack, d'engagement un peu plus long sur 15 semaines, donc 25% de réduction sur le tarif initial, soit 37,50 €. 25% pour les réductions également pour les entreprises et commerces extérieurs, soit 56,25 €. Voilà, je vous remercie et je vous prie de bien vouloir en délibérer. Voilà, je voulais juste rajouter que tout à l'heure, il a été fait la remarque de la dépense de 2 500 € comme paiement, si vous voulez, pour la bande passante, si on peut le dire comme ça. Vous noterez qu'avec 6 annonceurs, nous remboursons très largement le coût de cette bande passante. Et il faut bien payer un prestataire qui va nous gérer ceci, passer de la musique, etc. On ne peut pas le faire par nous-mêmes. Donc y a-t-il des commentaires? Questions? Oui, Madame Martin. Vous avez précédé mon commentaire, puisque c'est une des observations que je voulais faire, que vous venez vous-même de tenir. Faire vivre le commerce taurois, c'est tout à fait louable, c'est votre souhait, nous le partageons, c'est aussi le nôtre. Et nous nous alarmons beaucoup de la fuite grandissante des activités de la rue de la République. Beaucoup de taurois, d'ailleurs, s'en émeuvent aussi. Donc c'est vrai que nos commerçants ont besoin d'aide, si on ne veut pas qu'ils désertent tous le centre ancien. Mais alors votre idée de publicité sonore, je trouve que ça va leur coûter quand même cher. En fait, vous leur facturez une prestation qui peut s'avérer extrêmement aléatoire, voire totalement inopérante. Alors il m'a semblé que c'était une façon aussi de récupérer assez vite, comme vient de le dire Monsieur le maire, le paiement que vous devez faire à la radio que vous avez choisie, ce que vous avez appelé la bande passante. Donc c'est un petit peu sur le dos des commerçants qu'on paye la radio, voilà. C'est un peu comme ça que je le vis. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait pu leur offrir la prestation aux commerçants du Thor? Ou au moins une grande partie, les 5 premières semaines ou les 6 premières semaines, je ne sais. Quitte à facturer plus lourdement la publicité pour les commerçants extérieurs, qui sont en fait des concurrents. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, Monsieur Rémy? Je vais vous répondre. Alors, juste, oui, je vous rassure, je comprends. Oui. Donc ça, c'est quand même assez Non, parce positif. que vous me regardiez avec un œil interrogatif. J'attendais la chute, en fait, Madame Martin. Et j'attendais désespérément la chute, et elle est intervenue. Alors, je ne vois pas pourquoi vous pouvez condamner comme ça, avec vos propos, des opérations inopérantes, pour reprendre votre terme. J'ai dit risque de s'avérer. Non, oui, mais bon, on n'est pas là pour débattre de ce risque-là. On aurait pu ne rien faire. J'en conçois, on aurait pu absolument ne rien faire. On a décidé de faire des animations, de dynamiser. Et alors, je ne vais pas rentrer sur le schéma beaucoup plus important du cadre de la rénovation, de la dynamisation de ce centre-ville. On n'est pas là pour en parler ce soir, on parle que de la sonorisation. Donc, on décide de mettre à profit, de donner la possibilité au commerce taurois de pouvoir valoriser leur savoir-faire, leur commerce. En aucun cas, on n'oblige qui que ce soit, puisque c'est des propositions de publicité, et vous le voyez depuis 1 an et demi maintenant sur l'Écho du Beffroi, donc le magazine que vous recevez régulièrement, en tout cas à chaque saison, qu'il y a des annonceurs. Ces annonceurs, on ne va pas les persécuter, on ne va pas leur mettre le couteau sur la gorge pour qu'ils puissent de même décider ou pas de publier une information et de payer à des tarifs très compétitifs. D'accord. Après, sur le bien fondé de cette sonorisation, je pense que le maire va compléter mes propos. Il est clair qu'à chaque poste de dépense,
on peut aussi, et c'est normal aujourd'hui, estimer peut-être recevoir des postes de recettes. Alors, on a fait un raccourci rapide en disant, vous voyez, comment dirais-je, la location annuelle de la radio peut être compensée par la publicité. Moi, je pense que ça a du sens de réfléchir comment on dépense l'argent public et comment on peut éventuellement en assumer un certain autofinancement. Maintenant, je le répète, c'est des propositions qui vont être faites donc aux commerçants. Quant à la gratuité de ce service-là, je trouve pour ma part qu'elle n'est pas pertinente. Un service gratuit de ce type. Et oui, mais sous quels critères? Parce qu'autrement, on aurait eu 25, 40, 50 messages. Qui aurait eu le droit? Qui aurait été prioritaire pour avoir la gratuité? Et on aurait eu non plus la place pour la radio, mais que pour la publicité. Donc je pense que c'est du bon sens. Mais monsieur le maire veut compléter mon propos. Et oui, et je rajoute que juridiquement, ceci n'est pas possible. Demain, je ne peux pas décider que tous les commerçants qui s'installent ambulants sur la place du marché, ça sera gratuit. La gratuité du domaine public est quelque chose qui n'est pas autorisé. Après, il y a des montants, et donc là, nous sommes libres, effectivement, de décider les montants pour les forains, les montants sur l'écho du beffroi, les montants pour le passage à cette sonorisation. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un, utilise les services de la commune, c'est gratuit. C'est pas possible. Bon. Deuxièmement, vous avez dit, c'est aléatoire, inefficace. Rassurez-vous, si, c'est les termes que vous avez employés, si ça ne fonctionne pas, les entreprises, soit n'y viendront pas, soit ne vont pas y revenir. On peut leur faire confiance. Elles gèrent leurs activités de façon intelligente. Alors pourquoi, chez nous, ça ne marcherait pas et que ça marche ailleurs? Comme ça, a priori, moi je pense qu'il y a peut-être des phénomènes de similitude. Si ça fonctionne dans telle commune depuis plusieurs années et qu'ils se battent pour avoir de la place pour faire leur publicité, puisqu'on va limiter à un nombre de commerçants de façon à ce qu'il n'y ait pas un engorgement, pourquoi chez nous, ça serait obligatoirement inefficace et inopérant? Voilà, moi, je suis raisonnablement optimiste et j'ai confiance dans les entreprises. Si ça ne marche pas, elles arrêteront. Excuse-moi. Vous êtes tous deux d'excellents avocats, évidemment. Je répète que j'ai dit pourrait s'avérer aléatoire ou inopérante. Pourrait s'avérer. Donc ne me faites pas dire, comme très souvent d'ailleurs, ce que je n'ai pas dit. D'autre part, je conçois très bien qu'un service... je ne suis pas pour la gratuité en général. Je voulais simplement dire que nos commerçants taurois, notamment ceux de la rue de la République, du centre ancien, ont vraiment besoin d'aide pour beaucoup d'entre eux. Donc il me semblait normal qu'ils aient un avantage pour faire leur promotion sur leurs concurrents, et je dis bien concurrents extérieurs. Je me place aussi en termes de marché. Donc il me semble qu'on aurait pu envisager quelque chose qui si vous voulez, qui privilégie le commerce taurois, puisque l'objectif, c'est de faire vivre et revivre le plus possible le commerce taurois. D'abord le commerce taurois. Merci. C'est ce que nous avons prévu, puisqu'il y a un écart de prix significatif entre le taurois et le non-taurois. Monsieur Ripoll. Oui, je ne reviendrai pas sur la question de la gratuité. Par contre, sur le fait de privilégier un peu plus les commerçants, effectivement, j'y reviendrai là par mes questions. Donc, effectivement, pourquoi ne pas avoir fait le choix de réserver cet espace publicitaire aux seuls commerçants taurois? Les grandes surfaces marchandes, qui sont un peu la cible de cette opération, seront-elles admises à la diffusion de messages publicitaires sur les ondes? On en a y compris au tort. Quelles mesures envisagez-vous pour encadrer la diffusion sonore des messages et de la radio en continu, puisqu'entre les messages, il y aura de la musique et peut-être des commentaires, je ne sais pas. Et pour éviter, si c'est possible, je dirais une pollution sonore à l'égard des habitants du centre-ville. Voilà. Plus, je reviens sur les questions de tout à l'heure, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir à quelle heure la radio sera mise en marche et à quelle heure elle sera arrêtée. Et à quelles occasions? Est-ce que ça sera que lors des marchés, ou est-ce qu'il y aura aussi des manifestations qui verront la mise en œuvre de cette radio?
Voilà, merci Monsieur le maire. Alors, interdire aux gens qui ne sont pas résidents sur la commune, ceci est impossible. La loi ne le permet pas. On peut faire des tarifs différents, mais on ne peut pas dire on exclut tous ceux qui sont pas de la commune. Est-ce que nous empêcherons un certain nombre de commerces de faire leur communication? Moi, ça me paraît difficile. Ça me paraît difficile, mais ils seront tous traités de façon, je dirais, égalitaire. Nous avons prévu un nombre de passages qui soit limité, de façon à ne pas avoir cette pollution sonore à laquelle vous faisiez référence. Et donc, il y aura peut-être des files d'attente entre les personnes qui le demanderont. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Et en ce qui concerne les heures de passage, ceci va être affiné, mais effectivement, ça sera plutôt à partir de 10 heures le matin jusqu'à 12h30, 13h, et non pas beaucoup plus tôt le matin. Voilà. Très bien, donc je soumets à votre délibération la possibilité d'instaurer des tarifs pour les messages publicitaires audio commercialisables à partir de la mise en place de la sonorisation en centre-ville, tel que ceci vous a été indiqué. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Contre 1, des abstentions 2. Merci, adopté à la majorité. La délibération suivante traite d'une réactualisation que nous impose la loi du montant des indemnités de fonction aux adjoints et aux conseillers municipaux. Donc, en l'absence de Patrick, je vous la lis. Donc, je vous rappelle que le maire, les adjoints et les conseillers municipaux, leurs fonctions sont gratuites, mais donnent lieu à des versements d'indemnités de fonction destinés à compenser les frais courants inhérents à leur mandat. L'indemnité de fonction n'est juridiquement ni un salaire, ni un traitement, ni une rémunération quelconque. Elle est versée uniquement pour l'exercice effectif de la fonction d'élu. Par délibération du 24 avril 2014, le conseil municipal avait décidé de ne pas verser d'indemnité au maire pour l'exercice de ses fonctions et de verser à chaque conseiller une indemnité liée à sa délégation. Les montants alloués respectent la limite du taux maximal en pourcentage de l'indice brut 1015, qui était de 55% pour le maire, de 22% pour les adjoints et conseillers municipaux. Par décret 2017-85 du 26 janvier dernier, le montant de l'indice brut terminal de la fonction publique est passé de 1015 à 1022, applicable à compter du 1er janvier 2017. Et par décret 2016-670 du 25 mai 2016, la valeur du point d'indice de la fonction publique a été majorée de 0,6% au 1er février 2017. Pour prendre en compte ces nouvelles dispositions, il convient de réactualiser la délibération du 24 avril portant sur les indemnités de fonction des élus. Avez-vous des questions? Pas de questions. Donc, après en avoir délibéré, décidé de maintenir l'absence de versement d'indemnités de fonction au maire pour l'exercice effectif de sa fonction, de maintenir à 17,3090 de l'indice brut terminal le montant de l'indemnité pour l'exercice de fonction de chaque adjoint, décide de maintenir à 15,9938 de l'indice brut terminal le montant de l'indemnité au conseiller municipal délégué en charge des travaux, secondant l'adjoint aux travaux et également en charge de l'informatique. Décide de maintenir à 10,6537 de l'indice brut terminal le montant de l'indemnité à la conseillère municipale déléguée en charge de l'environnement et secondant l'adjoint à l'économie, à l'agriculture et à l'environnement, au conseiller municipal en charge de la communication, au conseiller municipal en charge de l'animation et à la conseillère municipale en charge du patrimoine. Décide de maintenir à 1,8413% de l'indice brut terminal aux 11 autres conseillers municipaux titulaires d'une délégation. Décide que les indemnités ci-dessus sont applicables à compter du 1er février 2017 et précise que les crédits sont bien inscrits au budget. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 4 abstentions. Merci, adopté à la majorité. Le point suivant, convention avec le CCAS, donc c'est Jacques Nicolas qui le dit, pour la mutualisation des moyens progiciels de gestion financière et de gestion des ressources humaines. Merci. En 2015, la commune, le CCAS et la communauté de communes Pays des Sorgues, Mende-Vaucluse se sont rapprochés
une réflexion a été entamée pour mettre en commun les logiciels de gestion financière et de gestion des ressources humaines. Ces outils sont développés en mode hébergé, c'est-à-dire que les données seront chez l'exploitant et plus chez nous, et qu'on n'a pas à mettre à jour du tout les logiciels, que tout ça se fait par le fournisseur. Cette démarche est inscrite dans les dispositions prévues au Code général des collectivités territoriales. La commune du Thor et le CCAS ont pu ainsi accéder à des outils dont la performance est bien supérieure à celle des outils précédents. Le logiciel de gestion financière couvre tous les modules habituels d'une gestion financière, c'est-à-dire gestion des tiers, des engagements, des factures, des liquidations, etc. Le logiciel gestion des ressources humaines développe aussi tous les modules habituels d'une gestion des ressources humaines, c'est-à-dire gestion carrière, paye, congé, absence, déclaration annuelle et formation. Afin de définir les modalités de fonctionnement, d'intervention et de facturation de la mise en commun des logiciels, une convention a été adoptée en octobre 2015, à laquelle est associé le CCAS du Thor. Les relations et les modalités d'intervention et de facturation entre la commune et le CCAS doivent être aujourd'hui formalisées. En effet, la commune est l'interlocuteur de la communauté de communes pour la commune et le CCAS. Il est donc proposé d'adopter une convention entre la commune et le CCAS, dont les points essentiels sont repris ci-dessous. Il est proposé de fixer la contribution du CCAS pour l'abonnement annuel à 2 000 € par an, pour une contribution totale d'environ 7 800 €. Pour les prestations, il est proposé que le CCAS contribue à hauteur d'un tiers d'un coût facturé à la commune. Et pour les formations, la contribution du CCAS se fera en fonction du nombre de participants. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci bien. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Agoguet. Mais moi, j'ai une observation en fait. Je ne comprends pas l'utilité de faire participer le CCAS au financement de cette mutualisation, alors que, comme vous nous l'expliquiez en décembre, la subvention prévue au budget et dont on dénonce régulièrement la baisse au fil de votre mandat serait la prise en charge du budget déficitaire du CCAS. En prévoyant de faire payer ce dernier, son budget sera amputé d'autant et la mairie, au final, obligée de compenser la dépense. Alors, je ne vois pas l'intérêt de la faire payer et de faire payer le CCAS en amont pour ce service. Voilà. Même si ça ne remet pas en cause l'intérêt de la mutualisation, mais j'ai un petit peu de mal avec cette façon de voir les choses, quoi. Si vous voulez, le CCAS est un établissement différent de la commune. Et donc, il doit, à ce titre-là, payer les prestations qu'il reçoit. C'est comme ça, si vous voulez. Hein. Bon. On ne peut pas globalement s'y soustraire. Alors qu'après, effectivement, ça se traduise par une subvention d'équilibre. Hein, c'est une subvention d'équilibre qui est versée au CCAS. On ne dit pas que le CCAS est déficitaire. On dit dans son compte de résultat, il a prévu, si vous voulez, une ligne qui est subvention d'équilibre. C'est la commune qui verse cet équilibre. S'il y a plus ou moins besoin d'en donner, la commune verse cette somme-là. Alors on la vote en début d'année pour que le CCAS puisse faire son budget et nous également le nôtre. Mais en cours d'année, il peut y avoir des évolutions, comme il y en a eu dans le passé. Mais là, le fait de dire le CCAS bénéficie d'un service qu'il doit payer, si c'était l'intercommunalité lui ferait payer aussi, et voilà. Donc c'est la même chose, quoi. Hein. Il est indépendant. Préalablement, c'était un fournisseur externe qui payait, quoi. C'est normal, quoi, je veux dire. Vous payez un service, c'est logique. On a remplacé un fournisseur externe. Mais je comprends la remarque de Mme Agoguet, qui est de dire en finale, c'est la commune qui va payer parce que nous sommes en subvention d'équilibre. Mais pas sûr, parce que s'ils gèrent leurs affaires correctement, peut-être que la subvention d'équilibre ne sera que celle qui est votée au budget. Hein. Voilà. D'autres questions? Donc, je soumets à votre vote d'approuver la convention de mutualisation des moyens entre la commune du Thor et le Centre communal d'action sociale du Thor pour les logiciels de gestion financière et de gestion des ressources humaines et de m'autoriser à signer la convention de mutualisation de moyens. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, merci, adopté à l'unanimité. Donc Stéphane Mathieu va nous parler, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, de la rénovation des vestiaires du stade Roger Faury en traitant la demande de subvention à l'État. Merci. Merci.
Alors, la commune du Thor dispose de plusieurs équipements sportifs dont certains sont vieillissants et nécessitent d'être rénovés et adaptés aux normes actuelles. C'est le cas des vestiaires situés au stade Roger Foury. Ce bâtiment est situé entre le stade Roger Foury et le nouveau City Park à proximité du collège et du gymnase, comme vous pouvez le voir sur le plan. Le projet consiste à la rénovation de cet ensemble de bâtiments en intégrant la mise en conformité aux règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public existants. La mise en conformité au regard des risques liés aux légionnelles, mise en conformité du réseau d'alimentation des douches et le remplacement du mobilier. Le coût prévisionnel du projet est estimé à 110 650 € hors taxes, soit 132 780 € TTC répartis comme suit. Travaux 100 000 €, 590 € hors taxes, soit 120 708 € TTC. Honoraires, contrôle et divers, 10 060 €, soit 12 072 € TTC. Pour financer ce projet, il est proposé de solliciter l'État dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux au titre de l'année 2007, qui peut accorder une subvention allant jusqu'à 35% pour ce type de projet. Donc, comme vous pouvez le voir dans le tableau, je le répète, le plan de financement serait le suivant. Dans les dépenses, le coût du projet en hors taxe, 110 650 €, le coût du projet TTC, 132 780 €, et en recettes, la subvention estimée pour l'État au niveau de la DETR de 2017, 38 725,50 €, l'autofinancement de la commune, 71 924,50 € et la TVA de 22 130 €. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Non, merci bien. Donc, je vous soumets d'approuver le projet de rénovation des vestiaires du stade Roger Foury, d'adopter le plan de financement tel qu'il vous a été présenté par Stéphane Mathieu et d'autoriser le maire à solliciter l'aide financière de l'État pour cette rénovation, ainsi qu'à effectuer les démarches nécessaires et à signer les actes. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci, adopté à l'unanimité. Le dossier suivant traite d'une convention de prestation de services pour l'entretien des locaux du centre de secours du Thor. Lionel Gomez, merci. Par courrier en date du 3 octobre 2016, le SDIS de Vaucluse a mis à la convention de prestation de 1999 avec la commune portant sur l'entretien du centre de secours du Thor, moyennant une participation financière. Pour apporter son soutien au centre de secours situé sur son territoire, la commune de Le Thor souhaite néanmoins continuer à assurer ses prestations d'entretien de la caserne à titre gratuit. Enfin, afin de formaliser la prestation d'entretien, Monsieur le maire propose d'en définir les modalités au travers d'une convention. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter cette convention de prestation du service. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Agogui. Oui, est-ce que c'était une demande particulière du centre de secours que d'obtenir le nettoyage des locaux par la mairie? C'est-à-dire que ce nettoyage était assuré depuis 15 ans, si vous voulez, par la commune. Et bon, le SDIS, comme vous le savez, puisque vous avez entendu parler un peu par la presse, sert ses budgets qui proviennent essentiellement des dotations du département et des dotations des intercommunalités. Et il a trouvé que l'entretien des différentes casernes devait pouvoir être assuré localement. Donc, localement, le centre de secours n'a pas de budget, puisque tout est géré. Et il aurait fallu que ce soit les pompiers eux-mêmes qui disent on va assurer le nettoyage, ou est-ce qu'on se cagnotte pour payer voilà. Ce qui, globalement, n'était peut-être pas... Bon, moi, je n'oublie jamais que nous avons affaire à des pompiers qui s'investissent de façon volontaire, que le fait d'avoir 35 gars et filles, puisqu'il y a une rénovation des effectifs qui sont dynamiques, bien, ça mérite que la commune puisse leur dire tiens, vous avez besoin d'un coup de main, on vous donne un petit coup de main. Alors, le budget de la commune peut l'absorber, puisque la charge est quand même modeste, c'est 2 heures ou 3 heures par semaine, enfin il n'y a rien de... 4 heures. Donc 4 heures par semaine. Bon, dans un cadre qui est organisé, il n'y aura pas de dépassement. Donc voilà. Mais il est sûr que le SDIS avait dit non, on ne s'occupe plus de vous, quoi. Voilà. Donc, du coup, nous avions le risque d'avoir une caserne qui se dégrade un peu, et il vaut mieux que les pompiers soient accueillis dans des lieux, vestiaires, etc., qui sont propres. Et
Ça a été notre choix de décision. Avez-vous d'autres questions? Non? Oui. Monsieur Ripoll, expert en pompiers. Non, c'est pas une question, mais c'est juste pour dire que je vais m'abstenir parce que, étant fonctionnaire au SDIS, je me sens un peu au milieu. Je suis tout à fait d'accord avec la convention, c'est une bonne chose pour les pompiers du Thor. D'accord. Merci de votre commentaire et je comprends que vous absteniez. Donc je vous propose d'approuver la convention de prestation de services pour l'entretien du centre de secours de la commune du Thor, selon la convention qui a été annexée. Y a-t-il des oppositions? Abstention. Donc merci, adopté à la majorité. Le rapport suivant traite subvention de fonctionnement aux associations. Donc Stéphane Mathieu, puisque ça concerne le sport. Merci. Oui. Bon, je ne vais pas vous répéter, comme on fait d'habitude, l'exposé des motifs concernant les associations. On est sur une demande de subvention en fonctionnement. Donc c'est le volleyball qui demande sa subvention de fonctionnement qui est forfaitaire en montant de 250 €. Voilà. Donc tout simplement, je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Très bien. Donc, décider d'attribuer une subvention de fonctionnement de 250 € à l'association du Volley Club Thorois. Opposition, abstention. Donc, merci pour eux. Et le dernier rapport traite d'une convention constitutive d'un réseau territorial, je prends mon élan, du service public régional d'orientation associant un partenariat d'acteurs AIO, c'est-à-dire accueil, information, orientation, sur le territoire du Sud-Vaucluse. Ça concerne l'espace jeunesse, donc je demande à Stéphane de bien vouloir nous la commenter. Merci. Je suis désolé, je vais être moins rapide là. Alors, la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale consacre l'existence d'un service public régional de l'orientation et confie la coordination des actions des autres partenaires participant au service public régional de l'orientation à la région, sans substitution au réseau d'appartenance de chacun de ces organismes. La convention signée entre l'État et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en février 2015 relative à la coordination du service public régional de l'orientation tout au long de la vie SRSPRO précise les modalités d'exercice et des compétences respectives de chacun de ces acteurs de la région et de la région PACA. La municipalité, dans le cadre de son adhésion au Centre régional d'information jeunesse Provence-Alpes, le CRIJ-PA, dispose d'un point d'information jeunesse, le PIJ, géré et animé par la service jeunesse. Son rôle est d'accueillir, informer et orienter un public jeune. Dans ce cadre, la commune est invitée à signer la convention constitutive d'un réseau territorial de services publics associé à un partenariat d'acteurs AIO, accueil, information, orientation, sur l'ensemble du territoire Sud-Vaucluse. Cette convention définit les modalités d'organisation des structures et leur rôle. Il convient d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci bien. Y a-t-il des questions? Merci. Donc, je vous propose d'autoriser le maire à signer la convention constitutive d'un réseau territorial du service public régional d'orientation associant un partenariat d'acteurs AIO sur le territoire Sud-Vaucluse. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc notre conseil est terminé. Notre prochain conseil est le mardi 23 mai 2017 et peut-être que nous voterons le compte administratif. N'oubliez pas de signer